20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les détails, c'est dans un instant. Situation sur la baisse des loyers, une requête du chef de l'État qui intéresse les parlementaires. Awa Gaye suggère à nouveau l'examen de cette loi qui, selon elle, renferme des insuffisances. Son homologue Mamadou Lamine Diallo, lui, invite à la prudence compte tenu de la complexité de la question. La santé en grève depuis ce matin, mais les patients en ressentent déjà les contre-coups. À l'hôpital Abass Ndao, le mouvement d'humeur a pénalisé de nombreux malades qui ont dû rebrousser chemin sans se faire soigner. Ziguinchor étrenne enfin sa cour d'appel. L'inauguration de l'infrastructure a été présidée par le garde des Sceaux. Maître Sidiki Kaba magnifie l'initiative qui va enfin mettre fin à la longue attente des justiciables de la région du Sud. Morosité du secteur de l'édition, près de 90% des manuels scolaires portent la signature d'éditeurs étrangers, un constat qui dérange la corporation. Elle réclame un quota de 50% sur le marché des manuels scolaires. L'espoir est toutefois permis avec le lancement par Charles Elie Moreau d'un magazine, lancement qui a réuni la crème de la littérature sénégalaise et au cours duquel des parutions prochaines ont été annoncées. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Rebonsoir à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'actualité politique. Suite à la demande du président de la République de faire le point sur la loi portant baisse du loyer, quelques parlementaires s'expriment sur ce sujet. Selon Awa Gaye, premier vice-président de l'Assemblée nationale, cette loi comporte des insuffisances et mérite de repasser à l'hémicycle pour un éventuel examen. Quant à Mamadou Lamine Diallo, il invite à plus de prudence puisqu'il s'agit, dit-il, d'une question complexe. Birama Thior, Mohamed Dian les ont rencontrés tous deux. Reportage. L'heure est au bilan. Après 2 années d'existence, le chef de l'État Macky Sall demande le point sur la loi portant baisse du loyer, une demande qui suscite déjà des commentaires chez certains députés. Le président a demandé le point sur cela, il aura le point et il aura lui-même à remarquer qu'il y a des insuffisances qu'il faut parfaire. Et c'est ce que nous demandons, nous députés au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que la loi revienne à l'Assemblée nationale. Parce que cette loi, il faut la parfaire. Il faut la parfaire, corriger certaines insuffisances pour pouvoir l'appliquer comme il faut. Il faut niveler en fonction des quartiers. Pas en fonction du montant du loyer, mais en fonction de l'habitat. La mesure prise par le chef de l'État est bien appréciée par le député Mamadou Lamine Diallo. Il est bon, au bout d'un certain temps, de faire le bilan, pour voir si effectivement la baisse est réelle, s'il n'y a pas eu des conséquences négatives. Moi-même, j'avais voté à l'époque ce projet de loi. Et il me paraît normal, effectivement, de voir au bout de 2 ans où est-ce qu'on en est. Il faut éviter de dire des choses qu'on ne maîtrise pas parce que c'est assez complexe. Il y a des immeubles modernes, il y a des immeubles qui le sont moins, il y a des sous-locataires. Enfin, le marché de l'immobilier est assez complexe, segmenté. Donc il faut regarder ça de très près. En attendant le point sur la baisse du loyer, beaucoup de chefs de famille se lamentent de la cherté. Un cri de cœur dû au dispositif de contournement mis en place par les bailleurs. Et bien entendu, la régulation des loyers, une prescription du chef de l'État qui agrée de nombreux locataires, mais pour d'autres, pas d'espoir. La baisse des prix du loyer crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Leur raison, c'est dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye. Respect des droits des bailleurs, des locataires, des normes de construction. Le chef de l'État se veut clair. Le point sur le loyer instruit avant fin octobre 2016. Un comité de suivi s'impose selon ce locataire. Pourquoi pas recruter des gens qui sillonnent les habitations pour voir l'application de cette loi? Des difficultés dans l'application de la loi portant baisse des loyers. Ces locataires en ont fait les frais. Quand j'habitais au niveau des HLM, je payais 25 000 francs la chambre. Aujourd'hui, le loyer me revient à 40 000 francs à la Médina.
Les bailleurs nous font sortir pour ensuite augmenter le coût du loyer. Là où nous déboursions 35 000 francs, à ce jour, ça nous revient à 50 000. Parce que bu doon néeg ay 30 000 dañ ko daan defee wala 35 000 léegi keneen kii ñëw dañ koy loué 50 000. Les travaux du gouvernement vont-ils mettre fin au calvaire des populations à la recherche de logements? Le président de l'État a sûrement constaté le désagrément de la baisse du prix du loyer. Nous attendons de voir d'abord. On nous tient tellement de promesses et la réalisation pose problème. Jusqu'ici, aucune mesure d'accompagnement. La loi numéro 2014-04 du 22 janvier 2014 est mise en vigueur pour rendre plus accessible le loyer des locataires crient toujours le ras-le-bol. Espérons qu'en fin octobre, solution sera trouvée. Merci Maïmouna Ndiaye. Parlons à présent de l'adoption en Conseil des ministres du décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Le député Cheikh Omar Sy salue l'initiative. Il souhaite par ailleurs la présence de parlementaires dans ce comité. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Bira Machor. C'est une bonne initiative parce qu'il faut bien qu'il y ait un comité qui supervise, qui encadre et qui donne des orientations et des recommandations. Nous souhaitons seulement être impliqués dans ce processus-là parce que c'est un processus qui doit être inclusif. Mais dans tous les pays, aujourd'hui, que vous allez au Ghana et dans d'autres pays, des comités pareils. Vous avez le Ghana National Petroleum Company au Ghana qui sert d'outil de réflexion et d'orientation pour le gouvernement en termes de gestion. Soyons positifs et comprenons aussi qu'aujourd'hui, si nous jetons le doute sur tout ce qui se fait, ce sera difficile demain de pouvoir avoir une gouvernance sobre et virtueuse. Donc dans ce sens-là, ayons confiance au début de ces structures-là, essayons de trouver les hommes et les femmes qu'il faut pour gérer pour le mieux de la nation. Et puis, Cheikh Omar Sy s'exprimait en marge de l'atelier sur le lancement du réseau parlementaire ouest-africain pour la bonne gouvernance des ressources minérales. La marche qu'elle devait organiser ce jeudi interdite. La société civile sénégalaise ne compte pas se laisser faire. Maître Hassan Diomane Ndiaye de la LSDH annonce une saisine de la Cour suprême pour violation des libertés. Quant à Malal Talla du groupe Y'en a marre, il reste persuadé qu'ils battront le macadam prochainement avec ou sans autorisation de l'exécutif. La société civile était en conférence de presse, compte rendu signé Mambiram Diouf. C'est le format qu'ils ont finalement choisi, une conférence de presse à la place de la marche interdite et qui devait se tenir ce jeudi, ce qui n'est pas une reculade selon Malal Talla qui promet une descente dans la rue très prochainement. Les gens veulent se mobiliser pour au moins donner aux parents des détenus et aux ex-détenus et aux acteurs de la société civile de leur donner la parole pour quand même parler de cette situation, de cette mutinerie. La manifestation interdite, qu'elle soit interdite ou pas, on se mobilisera. Nous allons marcher. 3 fois de suite qu'elle voit ses demandes de manifester pacifiquement rejetées, la société civile, à en croire Maître Hassan Diomane Ndiaye, saisira à nouveau la Cour suprême en vue de traduire l'État du Sénégal devant la Cour de la CEDEAO. Aujourd'hui, on est surpris de voir le préfet interdire encore une nouvelle manifestation envisagée par les organisations de défense des droits de l'homme. Là, nous disons que c'est simplement l'État qui refuse de se soumettre aux décisions de justice. C'est l'administration qui défie la justice. Et donc, nous disons que nous allons par principe attaquer de nouveau cet arrêté devant la Cour suprême pour avoir une troisième décision d'annulation de la Cour suprême. Et maintenant, à partir de ce moment, nous irons devant les juridictions internationales pour montrer, avec preuve à l'appui, la systématisation de l'interdiction des manifestations au Sénégal. Faire la lumière sur la mutinerie de Rebeuss le 20 septembre dernier et qui a occasionné mort d'homme, porter de 1 000 francs à 2 000 francs CFA l'allocation journalière destinée à chaque détenu dans le budget de l'État de l'année 2017 et l'indemnisation des détenus ayant droit, notamment, doivent être matérialisées, ajoute-t-il. Et nous restons avec Maître Hassan Diomane Ndiaye qui se dit sceptique après adoption par le gouvernement du projet de loi modifiant la loi portant code pénal et celle portant code de procédure pénale. Et pour cause, le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme soutient qu'il faut prendre en compte les nombreuses recommandations et suggestions formulées, ce dont il n'est pas sûr. Nous l'écoutons. Il est ici avec Mambiram Diouf. Apparemment, on ne nous annonce pas jusqu'à ce jour la limitation de la détention provisoire en matière criminelle.
même si nous pouvons saluer certaines mesures, tenant surtout à la présence de l'avocat pendant la première heure de la garde à vue et à la permanence des chambres criminelles, mais à condition qu'on se donne les moyens de réussir cette réforme. Il ne s'agit pas seulement de décréter la permanence. Si vous ne recrutez pas suffisamment de magistrats, si vous ne dégagez pas un budget conséquent pour prendre en charge le fonctionnement de ces chambres criminelles. Donc de ce point de vue, évidemment, nous applaudissons avec des pincettes, mais nous attendons de voir. Mais si d'aventure la limitation de la détention provisoire en matière criminelle n'était pas prise en charge, il va de soi que cette réforme serait inachevée et en tout cas en ce qui nous concerne, nous paraîtra pas de nature à juguler de façon définitive la question de la détention provisoire au Sénégal. À peine 24 heures qu'elle a démarré, mais assez pour que la grève des syndicalistes au niveau de la santé se fasse déjà ressentir. Chez les patients de l'hôpital Abass-Ndao de Dakar, cette grève fait mal car de nombreux malades n'ont pas pu se soigner. Ils ont dû rebrousser chemin. Toutefois, d'autres ont eu un peu plus de chance et ont pu bénéficier d'un minimum de soins. Cheikh Hassan Affal nous fait le point à l'hôpital Abass-Ndao. Reportage. Des couloirs presque vides, des patients désespérés qui rebroussent chemin. Le constat à l'hôpital Abass-Ndao. La première journée de grève des syndicats de la santé se fait sentir. J'étais venue pour me soigner, mais là on m'a dit qu'il y a une grève. Je suis toujours là en attendant qu'on trouve une solution. Je suis malade et je n'ai pas pu me soigner à cause de la grève. J'y peux rien, mais j'aurais vraiment aimé les trouver sur place pour recevoir mes soins. Celui qui soigne ne doit pas aller en grève. Seuls chanceux, les malades venus la veille ont pu bénéficier du minimum de soins dispensés. J'ai amené un malade depuis hier et vraiment on bénéficie de tous les soins nécessaires. Les sages-femmes s'occupent des accouchements correctement. Les syndicalistes déroulent ainsi leur deuxième plan d'action en réponse au gouvernement pour la non-application du protocole d'accord signé. Nous avons déroulé un premier plan d'action qui a été suivi de réactions très timorées de la part du gouvernement. Et donc là, nous sommes en train de dérouler le deuxième plan d'action qui va consister en des grèves perlées, donc toutes les 2 semaines, des grèves de 48 heures. En attendant la satisfaction de leur plateforme revendicative, les blouses blanches projettent d'autres perturbations dans les semaines à venir. Parlons à présent de cet accident macabre à Linguère. Bilan 1 mort, une trentaine de blessés dont un très grave. L'accident est survenu au niveau de Dara Djolof. C'est un véhicule de transport en provenance de Matam qui est entré en collision avec un camion. Le véhicule de transport convoyait des Baïfal qui poursuivaient apparemment des voleurs. Les informations sont de Modumbaï, le correspondant TFM dans la zone de Linguère. À Kolda, entre 2012 et 2016, 479 individus ont été mordus par des chiens, dont des cas mortels, suffisant pour montrer le danger qui guette les Koldois à cause de l'errance de ces chiens, un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le Fouladou. C'est un reportage d'Abdoulaye Diallo. À Kolda, le cas des chiens errants pose un problème de sécurité à cause de la prolifération de ce type d'animaux et le fait que les propriétaires ne s'en occupent pas d'eux. C'est pourquoi de 2012 à nos jours, 479 individus ont été mordus par des chiens à Kolda, dont plusieurs cas graves et de personnes décédées par la suite. D'où l'intérêt de la tenue de cette journée de lutte contre la rage qui a été une occasion pour sensibiliser le Koldois face à ce danger. Nous avons surtout vraiment mis l'accent sur la prophylaxie parce que c'est une maladie qui ne peut pas se soigner aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Donc il faut mettre moins sur la prophylaxie, à savoir vraiment nous sensibilisons la population à vacciner leurs chiens et aussi d'éviter le contact avec les animaux qui n'ont pas été vaccinés. Mais aussi il y a aussi l'abattage des chiens errants. Et là vraiment nous remercions les collectivités locales qui à chaque fois vraiment mettent tous les efforts vraiment avec les services vétérinaires en coordination pour faire l'abattage des chiens errants pour contrôler donc cette population de chiens. Malgré cela, quelques propriétaires de chiens vaccinent leurs animaux. Donc la situation, comme on l'a dit, donc de 2012 à 2016, donc on a vacciné presque 131 chiens au niveau de la région de Kolda. Plus de 600 chiens ont été abattus dans le cadre du contrôle de la population de chiens errants. C'est ça qui a été fait. C'est vrai que c'est trop petit.
parce que la population aussi n'est pas trop sensibilisée, elle n'est pas consciente vraiment du danger de cette maladie. Et sur ce, nous lançons vraiment aussi une sensibilisation pour les demander de vacciner leurs chiens. Comme dans le passé, je faisais vacciner mes chiens, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vacciné mon chien. Parce qu'une fois, je suis venu leur rendre visite, ils ont déparasité le chien, ils m'ont dit qu'il y avait rupture de vaccin. Et je suis retourné. Et donc, je me suis dit, j'ai un peu de remords, parce que depuis ce laps de temps-là, j'ai mis en danger, moi, le maître, et aussi mes enfants et l'entourage. Parce qu'actuellement, on ne sait pas si le chien a la rage ou bien. Ce phénomène de chiens errants est plus grave dans les localités du monde rural. Lutte contre la mendicité à Saint-Louis, le collectif des organisations et structures d'appui aux enfants et jeunes en difficulté encourage le gouvernement à accélérer les mesures pour interdire la mendicité des enfants de la rue. Selon son coordonnateur, la lutte n'est pas encore généralisée. Il demande au gouvernement de mettre la pression surtout dans la vieille ville où se réveillent chaque jour des milliers de talibés qui vivent dans des conditions très difficiles. Écoutons le coordonnateur du collectif. Il s'appelle Moussa Sow, il est au micro de nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. Il s'agit de la loi 2005 portant sur la traite et le trafic de personnes et pratiques assimilées, laquelle loi en tout cas a connu un début réel de mise en œuvre en ce qui concerne effectivement la question des enfants de la rue. Le 30 juin, nous avons tous été témoins d'activités, d'actions déroulées dans la rue par des agents de l'État pour retirer des enfants de la rue. Eh bien, à Saint-Louis, ça s'est traduit par un effet réel d'augmentation. C'est comme si là-bas, la balance, on dit qu'il y a moins d'enfants visibles dans la rue. À Saint-Louis, il y a eu un nombre croissant et très important, comme dans d'autres capitales régionales, d'enfants qui se sont retrouvés effectivement dans des situations qui sont décriées au niveau de Dakar. Donc nous sommes venus échanger avec nos collègues qui ont vu un peu la masse et leur volume de travail augmenter et effectivement leur dire que oui, il va falloir que nous continuions notre boulot que nous faisions de tous les jours, mais que nous n'oublions pas que les enfants ne sont pas les problèmes. Allez, retour dans la capitale Dakar pour parler cette fois-ci du malaise qui sévit au sein du camp présidentiel. L'APR nage dans la cacophonie totale après la sortie de Mame Mbaye Niang contre Aliou Sall. Eh bien, les différentes structures du parti au pouvoir à Guédiawaye attaquent le ministre de la Jeunesse et ce, malgré les nombreux appels au calme du chef de l'APR, Macky Sall. Pour plus de détails, je vous propose de retrouver Salif Sow et Asmalik Diop. En première ligne, la jeunesse du département. La Cogère de Guédiawaye réclame la tête du ministre de la Jeunesse. C'est Mame Mbaye Niang, on lui dit que halte. Il faut savoir quand même. Arrêtez. Il l'a fait une fois. Il l'a fait à 2 reprises. On n'a rien dit. Il continue. Cette fois-ci, on a pris nos responsabilités. Nous lui déclarons persona non grata ici à Guédiawaye. Qu'est-ce qui motive quand même la présence de Mame Mbaye Niang dans ce gouvernement-là, qui regorge quand même de responsabilité des gens qui travaillent nuit et jour. Les agents municipaux, membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, n'ont pas raté Mame Mbaye Niang. Eux veulent que ce dernier soit traduit devant la commission de discipline du parti APR. Les collaborateurs du maire Aliou Sall se désolent des propos malveillants et inexacts tenus par Mame Mbaye Niang. Nous demandons à notre camarade secrétaire général, monsieur Macky Sall, de traduire Mame Mbaye Niang devant le conseil de discipline parce qu'il est coutumier des faits. Les 5 coordonnateurs communaux, eux aussi, ont pris la défense de leur coordonnateur départemental. Pour le député APR et ses collègues, Aliou Sall est accusé à tort. C'est pour cela que tout le département est mobilisé, faire une bouclée pour soutenir notre camarade Aliou Sall. Nous n'accepterons jamais personne qui attaque notre camarade Aliou Sall. C'est terminé maintenant. On a pris toutes nos responsabilités. C'est pour cela que je dis à Mame Mbaye Niang, il n'a qu'à céder. Sinon, on va prendre toutes nos responsabilités. Parce que Aliou Sall, c'est notre maire, c'est notre coordonnateur, on doit le protéger. C'est clair, l'APR est en eau trouble. Les frères de parti se donnent des coups par presse interposée. Et de la politique, nous passons à l'économie. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie veut pousser les entreprises sénégalaises à se faire identifier. Une mesure prise après constat par l'agence d'un niveau d'identification trop faible dans le monde de l'entreprise. L'exercice est indispensable pour la bonne marche du patronat, mais aussi l'économie nationale en général. Et ce n'est pas tout. Autre chantier de la NSD, la dématérialisation des procédures pour favoriser une collecte optimale des états financiers
publié le compte-rendu de l'atelier de la ANSD. C'est avec Fatou Bintou Conté. En marge du recensement des entreprises, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ANSD, a décidé de les immatriculer, dans la mesure où beaucoup d'entreprises tardent à le faire, d'où cette rencontre de sensibilisation. Nous sommes aujourd'hui à 400 000, un peu plus de 400 000 immatriculations au niveau du NINEA. Et nous pensons que cela est déjà fortement en deçà du potentiel. Si vous voyez toutes les unités qui s'activent dans ce pays, on vous dit que vous avez 400 000 unités qui sont immatriculées, ça cause quand même problème. Donc nous pensons que le niveau de l'immatriculation aujourd'hui est quand même beaucoup en deçà par rapport à ce qu'il devrait être. De même que la dématérialisation des états financiers des entreprises demeure une préoccupation majeure, d'autant plus que la collecte est en deçà du potentiel et paraît dérisoire. Les entreprises qui tiennent des états financiers sont censées avoir déjà un INEA. C'est la première étape, comme Mme Sow l'a rappelé tout à l'heure. Lorsque vous naissez, on vous cherche un extrait, ensuite vous avez une pièce d'identité. C'est la même chose pour les entreprises. Donc une entreprise qui naît doit se créer, ensuite s'immatriculer au NINEA. Donc une fois que cette entreprise est immatriculée au NINEA, là, commence le processus de formalisation. L'étape qui suit, c'est aller vers des états financiers. Faire ces états financiers, aujourd'hui, lorsqu'on fait ces états financiers, on dépose du papier. Est-ce une réticence de la part des entreprises? L'ANSD affirme le contraire et pense que c'est juste une question de méconnaissance. Pour l'instant, on ne peut pas parler de réticence dans la mesure où on n'a pas encore commencé la mise en œuvre, mais on est encore dans le processus. Maintenant, pour l'immatriculation, nous pensons que c'est un problème d'information, parce que bon, y a peut-être beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi ils doivent s'immatriculer. En charge d'aider les entreprises à s'identifier et à fournir leurs états financiers, l'ANSD, à travers son centre unique de collecte de l'information, compte mettre les bouchées doubles pour obtenir le maximum d'informations sur les entreprises sénégalaises. Je vous l'annonçais en titre, Ziguinchor étrenne enfin sa cour d'appel. L'inauguration de l'infrastructure a été présidée par le garde des Sceaux. Maître Sidiki Kaba s'est félicité de l'initiative et a déclaré que cette juridiction va mettre fin ainsi à plusieurs années d'attente pour les justiciables de la région du Sud. Je vous propose de l'écouter avec notre correspondant sur place, Boubacar Diassi. Cette juridiction nouvelle, attendue depuis fort longtemps par les populations casamançaises depuis l'indépendance. Je pense que c'est un progrès notable dans la modernisation de notre justice, parce que les édifices publics qui sont les cours et tribunaux sont le visage de la justice. Et vous aurez des magistrats de grande qualité qui vont rendre la justice et exercer leur mission avec compétence et probité. Et tous les acteurs de la justice, tous les membres de la compagnie judiciaire, j'en suis sûr, feront la même chose. Et nous souhaitons que cette juridiction puisse résoudre les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Mais une des questions fondamentales, c'était l'accès à la justice. Renforcement des capacités des exécutifs locaux. Le président Macky Sall a présidé ce matin la cérémonie de réception de 400 véhicules destinés justement à ces exécutifs. Un geste qui a coûté à l'État du Sénégal environ 3,8 milliards de francs CFA. La commande s'inscrit dans le cadre de la politique de décentralisation initiée par le chef de l'État. Je vous propose justement de l'écouter au micro de Souleymane Touré. Au total, 400 nouveaux véhicules attribués aux maires des différentes collectivités locales du pays, un appui de l'État pour faciliter la mobilité des élus locaux. Pour la plupart des récipiendaires, ce don vient à point nommé. La plupart des communes sont déshéritées, donc elles n'ont pas de ressources propres assez pour répondre aux compétences transférées, ce qui est notre cas nous. On n'a pratiquement absolument pas de ressources propres. Avoir ces véhicules, mais des aides de l'État, nous facilite beaucoup le travail. Ces véhicules vont permettre aux élus locaux d'être plus proches des populations pour la matérialisation de l'acte 3 de la décentralisation. Je pense que c'est une étape supplémentaire donc vers l'atteinte des objectifs assignés à l'acte 3 de la décentralisation. Je suis de la Casamance par exemple et il m'arrive très souvent de constater des retards graves
accusés par des maires lors de réunions tout à fait importantes. 400 véhicules d'un montant d'environ 3,8 milliards de francs CFA. Le ministre de la Gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr, a invité les élus locaux d'en prendre soin. Allez, parlons conso à présent. Boire 1,5 litre, voire 2 litres par jour, une recommandation des spécialistes pour être en bonne santé. Le constat, en dépit d'une chaleur accablante, nombreux sont les Sénégalais qui ne respectent pas encore cette consigne. Ceux que nos reporters ont rencontrés se justifient en évoquant un oubli ou une difficulté à consommer l'eau du robinet qu'ils trouvent vraiment désagréable. Docteur Omar Diop, généraliste au centre de gériatrie de Ouakam, est toutefois formel. La déshydratation est la cause de nombreuses maladies. Maïmouna Ndiaye. S'hydrater en permanence, Madame Silla et Michel Préra n'ont pas cette habitude. J'en prends peu, parce que l'eau n'est pas du tout buvable. D'habitude, quand je prends mon petit déjeuner, j'attends quelques instants pour boire. Mais des fois, avec le travail, j'oublie même de boire. Sidonie Traoré en est maintenant consciente. Des maux de rein sont passés par là. Auparavant, je ne buvais pas le matin, mais quand il y avait une bonne femme qui m'avait demandé de boire beaucoup d'eau parce que j'avais des maux de rein. Ce sportif, assez sensibilisé, boit 10 litres au quotidien. On ne sait pas trop parce que généralement, moi, je fais du sport et c'est recommandé pour les sportifs. Déjà de boire beaucoup d'eau pour ne pas être déshydraté. Pour les enfants, les bébés, non pas pour les sportifs seulement, mais pour tout le monde, quoi. Attention à la chaleur, la déshydratation peut causer beaucoup de maladies. Les personnes âgées averties. L'eau occupe au moins 70% de la composition corporelle chez l'individu. Et en cette période de chaleur, nous avons beaucoup de pertes et il faut savoir les compenser. Donc, il faut bien s'hydrater pour pouvoir compenser ces pertes-là. D'habitude, la quantité d'eau recommandée, surtout chez les adultes, c'est environ 1,50 litre à 2 litres, mais pas inférieur à 1,50 litre. Chez les personnes âgées, d'habitude, c'est un peu difficile. Ils s'en rappellent pas trop. Ils n'attendent pas d'avoir soif pour aller boire. D'habitude, ce qu'on leur dit comme astuce, prendre au moins 2 bouteilles de 1,50 litre. Vous mettez ça dans votre chambre à coucher ou bien là où vous êtes le plus souvent, dans votre maison. Ça vous permet, à chaque fois que vous voyez la bouteille, d'aller boire, c'est ça. Constipation, vertige, courbature, maux de rein, la liste est longue. Alors, à vos bouteilles d'eau, s'hydrater avec plaisir. À vos bouteilles d'eau, j'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parlons à présent du morosité du secteur de l'éducation. Un tour dans une librairie sénégalaise pour en être édifié. Le constat, la totalité des manuels scolaires porte la signature d'éditeurs étrangers, presque 90%. Une politique qui ne profite pas aux éditeurs locaux. Par la voix de la directrice générale des nouvelles éditions africaines, les éditeurs sénégalais réclament un quota de 50% sur le marché de ces manuels scolaires. Reportage signé Aminata Mbaresso, Pape Sangone Mbaye. Dans cette librairie de Dakar, Bachir Koli, maître des lieux, cherche à travers ses rayons un manuel scolaire édité au Sénégal. Il n'en trouve pas. La plupart des manuels que nous vendons, c'est des ouvrages qui ont été édités par des éditeurs qui sont étrangers. 90 de ces manuels sont édités à l'étranger. Une perte énorme pour les éditeurs sénégalais. Il y a une manne financière très importante qui va aller à l'extérieur. Et le problème encore, c'est encore parce que les éditeurs étrangers, quand ils viennent ici, ils présentent donc ils ont la capacité financière qu'on demande. Mais maintenant, ils sont obligés de prendre nos auteurs, des auteurs sénégalais, parce que dans le livre quand même, il faut un contexte africain et sénégalais. Ils prennent nos auteurs, ils paient nos auteurs, et maintenant ils font faire les ouvrages donc à l'extérieur, dans leurs imprimeries. Ils viennent nous revendre ça. Il y a assez de compétences, assez de ressources ici au Sénégal qui peuvent éventuellement faire ce travail-là de conception de manuels. Il y a des spécialistes dans ce domaine-là. Et donc, nous disons déjà, première chose, c'est déjà aider les éditeurs locaux, mais peut-être que ça peut avoir un impact sur le prix
des manuels en tant que tels, s'ils sont faits, fabriqués ici au Sénégal par des Sénégalais qui connaissent nos réalités, qui vivent les réalités des élèves et des étudiants, je crois que cela peut être un plus par rapport donc, à notre système éducatif en tant que tel. 1 milliard de francs CFA, le fonds d'aide alloué à l'édition au Sénégal, une subvention insuffisante pour compétir sur le marché mondial. Très difficile quand on ouvre le marché. Comme vous le voyez, nous sommes une maison d'édition, nous publions tous les genres, littérature générale, les romans, la littérature de jeunesse, poésie, théâtre, des ouvrages universitaires, scolaires et parascolaires, etc. Mais vous savez, c'est l'édition scolaire qui rentabilise l'édition. La directrice des nouvelles éditions africaines du Sénégal plaide. Les éditeurs nationaux veulent une part du marché des manuels scolaires. Nous voulons un quota de 50% pour commencer. Maintenant, pour essayer quand même d'avoir une part importante pour fructifier nos entreprises. Comme vous le voyez, c'est une entreprise. Des maisons d'édition se meurent. Elles disent ne pas disposer de ressources suffisantes pour supporter le coût. Leur principale source de revenus, les ventes sur la littérature générale. Et voilà justement un sujet qui pourrait booster l'édition sénégalaise avec cette cérémonie de lancement du 2e numéro hors série du magazine L'écrivain, une rencontre qui a réuni la crème de la littérature sénégalaise. Le support de 50 pages est une compilation des textes sur la vie, mais aussi l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Les prochaines parutions vont porter sur les programmes scolaires dédiés à l'école sénégalaise, selon l'écrivain éditeur Élie Charles Moreau, qui affirme que l'objectif d'une telle démarche est d'impliquer l'élite sénégalaise dans la diversité littéraire. Chertidiane John l'a rencontré, reportage. Dans ce magazine littéraire trimestriel de 50 pages intitulé Cheikh Anta Diop, la passion du savoir et de l'Afrique, l'auteur fait une compilation des textes sur la vie et l'œuvre de l'universitaire. Qu'il y avait l'impératif, une urgence presque pressante à faire de sorte qu'il y ait un lieu, un carrefour, un support pour véritablement expliciter, parler de ce qui s'écrit, des livres et de la lecture dans le pays. Pour les directeurs des rédactions, d'autres rubriques seront créées dans les prochaines parutions. Donc des dossiers où on va mettre le focus sur un thème. Le thème, il pourrait être tiré de l'actualité, de donner de la matière à certains écrivains. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai parlé de salon littéraire, en me référant justement à la littérature française. On sait que dans la littérature française, il y avait des salons qui permettaient aux gens, n'est-ce pas? On essaie de faire en sorte que la littérature avance. D'après l'auteur, ce support littéraire peut être un prolongement des œuvres dans le programme scolaire sénégalais. Les livres inscrits au programme de nos enfants puissent être expliqués à nos enfants et à partir d'un support qui serait juste un lieu pour faire de sorte que les professeurs de français, les intellectuels, qui ont la capacité de faire de sorte que de façon didactique, de façon pédagogique, de façon accessible au plus grand nombre, puissent parler des livres effectivement inscrits au programme universitaire et scolaire. Élie Charles Moreau invite tous les intellectuels sénégalais à apporter leur touche dans les différentes parutions, ce qui peut favoriser une diversité dans la littérature sénégalaise. Alors, quelques informations en sport. Elles concernent le football. Sachez que Maître Augustin Senghor n'a pas été élu au conseil de la FIFA. Le président de la Fédération sénégalaise de football, candidat à un des 2 postes réservés à l'Afrique, est arrivé 4e sur 5 candidats. Maître Senghor voit donc les 2 postes attribués au Guinéen, vice-président de la CAF, Almami Kabele Camara, et au Ghanéen, Kwesi Nyantaki. Les votes ont eu lieu ce jeudi au Caire, en Égypte, lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF. Et puis, dans le cadre de sa préparation pour la phase finale de la CAN Junior de mars prochain, en Zambie, les U20 sénégalais viennent de remporter un tournoi de foot à Doha. Ils ont battu en finale l'Uruguay 4-1 grâce au triplé d'Ibrahima Niane et un but d'Aliou Badji. Les protégés de Joseph Koto, que vous voyez jubiler sur ces images, ont réalisé un sans faute dans ce tournoi en dominant la Corée du Sud, le Qatar et l'Uruguay 2 fois. Et voilà,
On leur souhaite bon vent à ces U20. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h, l'info qui continue sur votre site préféré, www.gfm.sn. Excellente suite de programmes sur la chaîne leader, la TFM. Et à demain.